Et donc maintenant, Razi Hamadi et Arnaud Alexandre. Arnaud Richard. Excusez-moi. Non, c'est parce que j'ai un collègue qui s'appelle Arnaud Alexandre. Voilà. Et qui vont faire rapide et efficace eux aussi. Non mais vous avez vu l'efficacité de nos rapporteurs et avec leurs collaborateurs, c'est extraordinaire. Comme vous voulez. Oui, bah moi c'est comme vous voulez, c'est pas moi qui suis pressé. Hein, pardon. Parce qu'en fait, on ne les voit jamais. Il faudra vérifier, attends, je vais regarder, pendant que tu fais ton intervention. Comment Collard. Comment Collard non. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est que nous passions maintenant, je ne vais pas refaire mon introduction deux fois, hein, pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est bon. Mais en tout cas, puisqu'on est dans cette logique autour du semestre européen, à vous maintenant donc de nous faire cette proposition plus spécifique donc sur la politique de change européenne. Et je ne sais pas lequel des deux commence. Oui, Arnaud. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Effectivement, avec mon collègue Razi Hamadi, nous avons trouvé une position commune que nous allons vous proposer à l'instant au travers d'une proposition de résolution que vous avez eue dans des délais très brefs et nous tenions à nous en excuser. La politique de croissance de l'Union européenne est indispensable. Les 120 milliards d'euros qui étaient prévus dans le pacte de croissance arrêté en juin 2012 sont en train d'être déployés. C'est l'objet de notre rapport de suivi. Et ils ne sont pas concernés par le cadre rigoureux, entre guillemets, de façon diplomatique, pour la période 2014-2020. À notre sens, cette action ne suffira pas au rétablissement de la croissance économique si cette dernière n'est pas soutenue par des mesures macroéconomiques favorables. Je vous rappelle en quelques mots et en faire un point. Les trois principales mesures du pacte étaient l'augmentation du capital de la Banque européenne d'investissement pour le porter à 60 milliards d'euros. Ça va plutôt dans le bon sens et ça avance bien. Le projet de réallouer les 55 milliards d'euros de fonds structurels inutilisés sont en bonne voie. Et enfin, le programme d'émission de dette commune, les Project Bonds, pour financer des infrastructures de transport, de télécom ou d'énergie et, excusez-moi le propos, sur les rails, l'Union européenne ayant déjà mobilisé 100 millions d'euros et 130 restent à mobiliser pour début de l'année. L'Union européenne imagine, on vous l'avait déjà dit, lever ainsi 4,5 milliards d'euros d'investissement pour lancer des grands projets dans la phase pilote. Reste pour vous dire l'objet de la négociation entre les États qui doivent proposer des projets porteurs de croissance à la Commission, la dite Commission qui a des priorités en termes d'interconnexion de transport, d'énergie et de télécom. Et donc plus que jamais, selon nous, il est nécessaire de maintenir la pression sur l'Union européenne afin que celle-ci place la croissance au cœur de ses préoccupations. L'Europe a aussi besoin d'un budget de croissance et de véritables ressources propres. Et on ne peut déconnecter le pacte de croissance de juin dernier et le signal, somme toute, négatif qu'ont donné les chefs d'État et de gouvernement le 8 février dernier avec un budget, à notre sens, en décalage total avec les ambitions affichées de l'Europe. Le FMI a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il s'était trompé dans ses calculs économétriques et que la réduction de la dépense publique entraînait un effet déflationniste plus important que prévu, rendant plus compliqué le retour à l'équilibre budgétaire et entraînant, on l'a vu, des souffrances considérables pour les populations avec les résultats électoraux qu'on a pu voir hier soir en Italie. La Commission européenne elle-même estime que si l'Union européenne peut espérer une esquisse de croissance économique en 2014 par un niveau accru des échanges extérieurs, celle-ci peut être contrariée par une valorisation excessive de l'euro. Tel est notre propos. La volatilité de l'euro, plus que le taux d'ailleurs, constitue aujourd'hui un handicap réel pour l'industrie européenne et en particulier pour les pays du sud de l'Europe.
Dans notre rapport en décembre sur le pacte de croissance, nous évoquions le fait que les institutions européennes ne doivent pas se cantonner à crier rigueur, rigueur, mais doivent aider les pays à retrouver concrètement le chemin de la croissance économique, seule voie réaliste pour financer le règlement de la dette des États sans les drames sociaux qui seraient de nature à affaiblir l'idée européenne à laquelle nous sommes tous très attachés. À nos yeux, cela implique deux actions essentielles. L'Union européenne doit accorder aux États des délais supplémentaires pour le retour à l'équilibre que justifie la croissance économique que nous traversons. Elle le fait sans oser le dire, et cette démarche n'est probablement pas satisfaisante car les opinions publiques peuvent difficilement comprendre que l'Union ait des exigences inégales selon les pays. C'est pourquoi nous proposons d'exclure les budgets européens de l'assiette des déficits faisant l'objet du contrôle budgétaire de l'Union européenne. En effet, les disciplines issues du traité de Maastricht visent à un objectif qui est d'établir la confiance entre les États de la zone euro. Mais cet argument perd de sa pertinence s'agissant de l'Union européenne, dans la mesure où les budgets sont décidés à 27 et la notion de contrôle à l'égard des engagements pris pour le fonctionnement de la zone euro n'a pas lieu d'être. Si une telle disposition était intervenue, nul doute que le débat dans le cadre budgétaire 2014-2020 aurait été facilité, car il n'est pas possible d'exiger des États qu'ils compriment leurs dépenses et en même temps qu'ils accroissent leur contribution au budget européen. Ça, c'est la première des actions à notre sens essentielles. La deuxième, qui était encore assez iconoclaste il y a quelques mois, revient dans le cadre du débat européen, c'est le fait que la politique de change doit être, selon nous, décidée par les politiques. Louis Gallois, dans son rapport bien connu, l'a déjà exprimé, et nous partageons cette analyse, car la surévaluation, mais surtout l'instabilité de l'euro, passant de 0,8 à 1,6 pour $1, constitue selon nous un véritable obstacle sur la route du retour à une croissance économique au sein de l'Union européenne. Elle génère des phénomènes de concurrence déloyale entre les 10 pays non membres de l'euro qui ont dévalué leur monnaie, parfois fortement, comme le Royaume-Uni et la Pologne, venant concurrencer par ce moyen les 17 pays membres de la zone euro. Concurrence déloyale qui peut être aussi insidieuse. Nous le voyons avec la construction automobile allemande qui a beaucoup délocalisé en Allemagne de l'Est et dont la compétitivité, en Pologne en particulier, a été dopée par la chute des monnaies locales par rapport à l'euro, le zloty ayant perdu 40% depuis 2008. Mes chers collègues, les traités de l'Union européenne prévoient explicitement la possibilité pour le Conseil européen, après consultation de la BCE, de formuler des orientations générales de politique de change de l'euro vis-à-vis des autres monnaies. Article 119 et suivant du traité. Mais il existe, il faut bien être clair, deux difficultés jusqu'à présent qui n'ont pas pu être surmontées. D'abord, une interprétation de l'indépendance de la Banque centrale européenne qui va, selon nous, au-delà des dispositions des traités et fait considérer comme illégitime une intervention de l'ECOFIN alors qu'elle est prévue dans les textes. Deuxième obstacle à surmonter, une absence de consensus des pays de l'euro autour d'une orientation de la politique de change, illustrée par la dernière réunion de l'Eurogroupe, où la question du change de l'euro a été abordée comme le souhaitait la France. La principale, je vais citer le président de la République, la principale conclusion a été qu'il y avait un endroit où cela devait être discuté, ce serait au G20, nous dit le président de la République, président du Conseil, ayant ajouté qu'il mettait un point d'honneur à ne pas faire de commentaires sur les taux de change. Méconnaissant, à notre sens, les dispositions de l'article 138 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose qu'afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne. Or, l'euro a gagné plus de 10% en 6 mois, atteignant plus de 1,37 $ début février, ce qui n'est pas justifié par les fondamentaux de l'économie européenne et handicape nos exportateurs. Les dernières évolutions de la monnaie japonaise venant renforcer ces phénomènes. La position de la BCE, telle exprimée sur son site Internet, est la suivante. La BCE a adopté une attitude de neutralité en ce qui concerne l'usage international de l'euro. Elle n'encourage ni ne décourage l'utilisation de sa monnaie hors de la zone euro, considérant qu'elle doit être essentiellement l'expression du libre jeu des forces du marché. Néanmoins, c'est toujours intéressant de citer le président Mario Draghi lors de son intervention récente, le 18 février, devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, tout en affirmant que le taux de change de l'euro ne faisait pas partie des objectifs de la politique de la BCE, a reconnu qu'il était important pour la croissance et la stabilité des prix, précisant qu'il pourrait faire baisser exagérément l'inflation. Il a précisé, mes chers collègues, je tiens à vous citer ces propos. Nous devons analyser dans nos prochaines projections si le taux de change a eu un impact sur notre profil inflationniste. Car c'est toujours à travers la stabilité des prix que nous traitons de questions comme celle-là. La nécessité d'une représentation unifiée de la zone euro dans les organisations internationales et financières mondiales, Banque mondiale, FMI, nous paraît importante. L'article 219 du traité de fonctionnement de l'UE permet au Conseil de conclure des accords internationaux portant sur un système de taux de change vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Dans ce cas, le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen. Nous pouvons nous étonner que cette disposition, je vois mon collègue de qui rigoler, n'ait jamais été mise en œuvre. À l'évidence, mes chers collègues, l'euro ne peut pas être la seule grande monnaie dans le monde dont le taux de change n'est pas géré, faute de compromettre la croissance économique de la zone, avec toutes les conséquences sociales et politiques que cela implique, d'où la résolution que nous allons vous soumettre. Merci. Merci Arnaud Richard. Très rapidement, tout d'abord, moi je voudrais quand même que ce soit inscrit au procès verbal, parce qu'au lendemain de ce qui s'est passé en Italie, au regard du contexte que nous avons, moi je suis quand même assez surpris, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être membres pour venir, de ne jamais avoir vu au sein de cette commission les élus du Front National. Et on ne peut pas entendre tout et n'importe quoi dans les médias, à la radio. Mais ils n'y siègent pas, mais rien n'empêche de venir assister. Oui, ils peuvent assister, oui. Il y a quand même une inverse proportion entre le bruit médiatique et l'assiduité, ou en tout cas l'intérêt porté à ces sujets. Et on peut ne pas être membre, on peut venir très rarement, mais de là à ne jamais être là, y compris dans l'hémicycle lorsque ces sujets sont abordés, je tiens quand même un petit peu à le dire. En tout cas, c'est un souhait. Deuxième chose. Non, si. Un appel à la présidence. Deuxième sujet. On a déjà Lionel Lucas. On y vient. Dans les caricatures. Deuxième point très important. Cette proposition de résolution, elle n'est pas dans n'importe quel contexte. C'est aussi au lendemain, et c'est comme ça que je l'aborde, même si nous ne savions pas que c'était cette configuration-là que nous allions avoir, même si certains le pressentaient, au regard de ce qui s'est passé en Italie. Et lorsque on a un petit peu suivi cette campagne électorale en Italie,
les thèmes qui ont été apportés, les discussions qui ont été abordées, les incriminations qui ont eu lieu, quelquefois vraiment injustes et infondées, et quelquefois qui portaient en elles une part de vérité qu'il nous faudrait combattre si on veut véritablement lutter contre les démagogues, au niveau européen, qui font que discuter de cela aujourd'hui, de mon point de vue, revêt non seulement un sens symbolique, mais y compris, sur ces problématiques et ces questions, la volonté d'une réappropriation démocratique. Mon collègue Arnaud Richard a très bien évoqué le travail qui avait été le nôtre, la poursuite de celui-ci à travers cette résolution. Nous avons eu, je crois, un travail et une analyse ainsi qu'une façon de répertorier sans concession les contenus du pacte de croissance et d'emploi, y compris avec plus que des bémols que nous renvoyons à un travail à venir, notamment avant l'été, et à travers un compte-rendu de ce que nous avons pu voir dans quelques pays des 27 pour voir quelle est la réalité de ce pacte de croissance et d'emploi, et au-delà des éléments qui ont été portés et que nous suivons en temps réel, et pour lequel nous aurons encore un rapport intermédiaire, nous avions dès notre premier rapport commun, voulu pointer l'importance de l'appréciation des politiques budgétaires et des déficits, qui a été rappelé par Arnaud Richard, notamment sur le fait d'exclure de la comptabilité des déficits les budgets communs. Enfin, je vous donne un seul exemple quand même qui est un petit peu problématique. C'est que, par exemple, nous avons là dans le budget européen, par exemple, une vraie remise en cause, par exemple, des budgets alloués à l'industrie aérospatiale. L'aérospatiale française représente 50% de l'économie aérospatiale et de l'industrie aérospatiale européenne. Lorsqu'on investit dans l'aérospatiale, lorsqu'on investit dans la défense, on investit pour toute l'Europe. Et au-delà de cet argument-là, il y a aussi l'argument qu'a évoqué Arnaud Richard, notamment sur cette supervision des budgets qui visait justement à tisser des liens de confiance qui n'ont pas lieu d'être à partir du moment où ce budget est décidé à 27. Et le regret que nous pouvons avoir, il est de trois ordres au regard de notre travail. C'est que voter à l'unanimité de cette commission, notre premier rapport, puisque un autre intermédiaire est à venir, relever l'ensemble des points qui ont été finalement en débat à travers le cadre pluriannuel 2014-2020, le fait d'interpeller la politique de change, et je ne reviens même pas sur Bâle III qui, à l'unisson de gouvernements de gauche et de droite au sein de l'Union européenne, ont été appelés à travers leurs critères à être reportés au regard du fait que les Américains, eux, prenaient plus que des largesses vis-à-vis de ces critères et qu'il était de bon temps pour l'Union européenne de repousser cela. Et je ne dis pas que nous avons des capacités divinatoires, mais je crois que par la manière dont nous abordons les sujets, la manière dont nous discutons, la manière dont nous portons des auditions, je crois que nous abordons nos auditions, je crois que nous avons réussi à avoir un contenu qui à la fois anticipe un certain nombre de problèmes qui font actualité, qui sont ensuite l'objet d'interpellations par des gouvernements, quelle que soit leur sensibilité, et qui répond aussi à certaines exigences démocratiques. Donc pour résumer, je ne serai pas plus long puisque je crois que Arnaud Richard a dit l'essentiel. Cependant, pour faire un petit peu la synthèse, de quoi parlons-nous? Nous parlons de dispositions prévues par les traités et que nous demandons à voir appliquées. Nous demandons que ces dispositions puissent être saisies dans les cadres alloués et dans les cadres destinés à cela. Et nous demandons aussi à ce que cesse une certaine forme de déni démocratique, au sens où, lorsque nous avons un certain nombre de dirigeants européens qui soit expliquent que cette neutralité est inscrite dans les traités, pour ce qui concerne en tout cas la politique de change, ce qui est faux, ou en tout cas pas totalement vrai. Lorsque on oublie d'expliquer que les objectifs ne sont pas simplement la stabilité des prix, mais aussi la poursuite d'une politique de croissance et de développement de l'emploi. Ou bien encore, et là c'est je crois le pire que l'on puisse atteindre, avoir, et je garde cette appréciation toute personnelle qui n'est pas dans le rapport, un président du Conseil qui explique que sur un débat qui traverse l'ensemble de l'Union européenne, qui mobilise l'ensemble des instituts d'analyse,
en expliquant qu'aujourd'hui nous sommes hors des clous, pas tant du point de vue du niveau de l'euro, mais de sa volatilité. 10% en 6 mois. C'est le rapport gallois qui dénonce cette situation-là. C'est le Conseil d'analyse économique dans son rapport de 2008. C'est aussi Eurostat et, plus que ça encore, comme tu le disais très bien, Mario Draghi, qui aujourd'hui commence à dire, devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, il va falloir analyser dans les mois qui viennent, et c'est un discours diplomatique pour ne pas dire sur la croissance et l'emploi, la manière dont la volatilité de l'euro impacte le niveau des prix. Donc je crois que le rôle qui doit être le nôtre est d'anticiper cette situation, de faire véritablement de la politique à ce niveau-là, et je crois que nos concitoyens nous attendent au rendez-vous à la fois de cette exigence et de la démocratie, et de faire en sorte que nous puissions en effet adopter cette résolution cette communication qui a vocation à, je l'espère, devenir une résolution, qui a deux objectifs. Un premier, on va dire, qui est en tout cas dans l'esprit du texte, ce que je disais sur le budget, et une beaucoup plus forte, qui est d'interpeller véritablement les institutions européennes, donner de la force à un discours qui émerge aux quatre coins de l'Union européenne, et qui est que nous devons avoir une politique de change. Et si pour des raisons diplomatiques et de pédagogie, nous devons dire travailler à l'encadrement de la volatilité, nous le ferons et nous le dirons, mais rappelons quand même que nous sommes le seul continent du monde, la seule zone monétaire, qui à aucun moment ne discute, en fonction de ses intérêts économiques et industriels, de ce que doit être sa politique de change. De deux choses l'une. Ou bien nous sommes les plus intelligents de la planète, ou bien, comme c'est le cas, nous sommes une des zones monétaires du monde qui connaît la récession la plus grave. Merci. Alors, il y a Pierre Lequillet inscrit. Y a-t-il... Oui. Moi, c'est pour parler de la... présidente à 19 h. Je voudrais dire que, bon, ce sujet est un vrai sujet, un sujet important. Et d'ailleurs, je regrette un petit peu qu'on ait été obligé de le faire dans des délais extrêmement rapides. Moi, j'ai été obligé de regarder ça aujourd'hui toute la journée, puisque on l'a eu ce matin, et en plus, ça passe en commission des finances demain. Donc, et ce sujet... Pas celui-là, Pierre. Hein, c'était l'autre... Ah, celui-là, il passe pas demain? Non, c'est le nôtre. Il va pas en commission des finances? Il le sera, mais il n'est pas encore programmé en commission des finances. D'accord. Bon, très bien. Enfin, j'ai étudié les deux. Et si sur le fond, je suis totalement d'accord, notamment le dernier alinéa demande que le Conseil européen, etc. Et je comprends mieux maintenant pourquoi le texte est rédigé comme ça, parce que j'ai vu la fougue d'Arnaud Richard. Mais je voudrais vous dire que, et de notre collègue, je voudrais vous dire que la forme me gêne énormément. La forme me gêne parce que on donne des leçons à la Commission, au Conseil, alors une fois au Conseil européen, l'autre à l'Eurogroupe, et parfois dans des termes assez... Oui, mais bon, en bon européen... Non mais d'accord, mais je ne suis pas sûr que de mettre, considérant que le président de l'Eurogroupe, en refusant d'accéder à la demande formulée par le gouvernement français de débattre au sein de cette institution de la politique de change, méconnaît les termes des traités, et plus particulièrement l'article 138. En plus, je ne pense pas que ce soit l'article 138 qui soit en cause. Je crois que c'est plutôt l'article 119. Mais bon. Mais je trouve que c'est musclé. C'est musclé et c'est contradictoire par rapport au paragraphe du haut de la page 5, considérant qu'il ressort des traités sur l'Union européenne et le fonctionnement de l'Union européenne qu'il appartient au Conseil. Alors, c'est le Conseil ou c'est l'Eurogroupe? Il y a une contradiction là. Donc, oui.
Oui, mais on dit que le président de l'Eurogroupe a eu tort de ne pas s'en mêler. Alors, bon, enfin, de toute façon, il y a quelques paragraphes, quelques formulations qui me gênent. Considérant qu'il ressort des traités sur l'Union européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il appartient au Conseil sur proposition de la Commission européenne et après avis de la BCE. Donc ça, c'est contradictoire par rapport à l'Eurogroupe. Qu'est-ce qu'il y a encore considérant aujourd'hui les institutions européennes n'exercent pas les compétences qui leur sont reconnues. Constate par ailleurs... voilà, moi je trouve que dans la forme, je trouve un peu gênant le ton un peu comminatoire, véhément, un peu agressif de notre résolution. Il y avait quelque chose d'autre qui m'avait gêné. Donc voilà. Je pense pas que ce soit je crois qu'on peut. Le dernier paragraphe suffit. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être aussi comminatoire vis-à-vis du président de l'Eurogroupe. D'ailleurs, je constate que le ministre français, M. Moscovici, a tenu des propos en disant qu'il avait été très heureux que la question ait été concertée, qu'elle ait été présentée au G7, au G20. Et il dit nous avons tous convenu que ce qui comptait, c'était un message au sein des instances internationales, parce que c'est au sein du G20 que se règlent ces problèmes. Donc, voilà, moi je voulais vous dire que on était plutôt sur une position contre à cause de cette forme, mais comme Arnaud Richard et son collègue oui, juste très brièvement, nous nous abstiendrons. Voilà. Gros effort. Merci Pierre. Oui, absolument. Il y a Gilles Savary. Mais je ne sais pas si on ne pourrait pas quand même améliorer la forme. Voilà, c'est ça. Ma question, avant de passer la parole à Gilles Savary, était de dire, est-ce qu'on ne peut pas amender un petit peu sur la forme ce texte tout de suite, ce qui permettrait à nos rapporteurs en même temps de le présenter en temps et heure, parce que sur le fond, tout compte fait, on n'a pas de désaccord, c'est plus sur les formes. Oui. Moi, j'ai quelques sujets. Moi, je voudrais dire que je pense sur le fond aussi qu'il ne faut pas axer toute notre politique sur un euro faible. Enfin bon. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas des inconvénients qui sont aussi grands que les... Et donc, que les avantages qu'on aurait. Donc, non, nous nous abstiendrons, nous vous le déclarons tout de suite, mais nous vous faisons confiance pour améliorer la forme quand même, parce que je comprends, vu ce que vous nous avez dit, pourquoi il y a cette fougue, mais... juste très brièvement... Je pense que ce n'est pas à nous de donner des leçons à l'Eurogroupe, au président de l'Eurogroupe, à la Commission, Monsieur Lequillier, vous avez, je crois, sur ce point-là, tout à fait raison, peut-être sur la forme, en effet. D'autant qu'il y a un point sur lequel m'alerte notre présidente, et elle a bien raison, notamment sur le point 5, où l'interpellation de la présidence ne peut se faire sans l'interpellation, par ailleurs, de la présidence irlandaise. L'entièreté de la présidence. Voilà, de l'entièreté de la présidence. Elle a tout à fait raison. Et peut-être le demande qui fait un peu oukase pourrait se transformer en souhaiterait ou propose. Et au-delà du considérant, parce que bon, sur le considérant, ce n'est pas grave, revenir aussi, ce qui n'implique aucune modification évidemment de votre position, mais c'est d'entendre pour l'amélioration de notre travail ce que vous avez pu dire aussi sur le sentiment de contradiction qui pouvait exister entre Eurogroupe et Conseil. Dernière chose sur le fond, je le redis. Qui est responsable ? Tout à fait. Le Conseil. C'est le Conseil. C'est le Conseil. C'est le Conseil. Mais je le redis encore. L'objectif n'est pas de dire nous Français interpellons l'Union européenne pour que maintenant on fixe le taux de change.
On en est juste au point où on considère que la volatilité, comme beaucoup nous le disent, c'est le rapport par exemple du CAE 2008, Eurostat 2011, nous avons un euro qui normalement, pour permettre à la fois la stabilité du prix et une certaine visibilité pour notre politique industrielle, notamment sur l'export, d'avoir un euro qui puisse être entre 1,15 et 1,2. Aujourd'hui, sur 3 ans, on passe de 0,8 à 1,6, sans pour autant que les fondamentaux économiques ou l'exigent ou le justifient. Ce qui veut dire que ce sont seulement les jeux de marché qui viennent impacter un taux de change pour lequel personne et aucune discussion n'enjoint en tout cas d'avoir autre chose. Donc c'est vraiment pas le niveau, mais à la limite d'ailleurs, je pousse un peu le raisonnement et je terminerai par là, c'est que c'est moins de dire on décide du niveau de l'euro que de dire est-ce qu'on ne peut pas discuter dans un cadre européen de quel est le cadre sur une période donnée en fonction de grands agrégats économiques, les bornes dans lesquelles l'euro doit pouvoir... voilà. Alors, Gilles Savary, qui a été bien passé. Oui, et après Christophe Carré. Oui, enfin, moi je pense que bon, à partir du moment où on exerce un contrôle démocratique, on ne doit rien s'interdire, on peut même être véhément. Mais je suis un peu gêné par le fond de ce texte, hein, c'est-à-dire qu'il est très franchouillard. Comment est-ce qu'il est très franchouillard? On est un pays en difficulté grave de compétitivité. On vit dans le même monde néanmoins que les Allemands qui viennent encore de battre leur record, le même monde, que ce soit par rapport aux Polonais, au monde extérieur. On est à les Allemands sont en 188 milliards d'euros d'excédent. Et nous avons ici la théorie française, également partagée par la droite et la gauche. La gauche, c'est plutôt pour les salariés, la droite, c'est plutôt pour le taux de change, que nous n'aurions que des problèmes de compétitivité coût. Et que donc il suffirait, pour les uns de baisser le taux de change, pour les autres de baisser les salaires, pour que l'on se retrouve... Si, attendez, je termine mon raisonnement, pour que l'on se retrouve subitement en meilleure forme. Il se trouve que mes tempes blanches m'ont fait vivre la période Mitterrand. Nous avions la même analyse qu'aujourd'hui, en 81. Nous avons fait 4 dévaluations dites compétitives. 4. À l'issue de chacune, le commerce extérieur se creusait, le déficit se creusait, de chacune. Politique de taux de change active. Pourquoi ? Parce qu'on avait des entreprises éreintées, sous-compétitives, et qui donc prenaient des marges plutôt qu'elles étaient capables de vendre un produit supplémentaire. C'est-à-dire oui, d'investir ou même de baisser les prix, tellement elles étaient en difficulté. Donc ce que je trouve qu'il y a dans ce texte, c'est qu'on a une approche de la crise franco-française quand même en sous-main qui est de dire donnez-nous une petite piqûre de dope et ça ira mieux. Étant entendu qu'effectivement il y a eu de la volatilité, mais pourquoi est-ce qu'il y en a eu ces 3 ans de l'euro? C'est exceptionnel. Il y en a eu parce que, en réalité, la Banque centrale a fait ce que nous réclamons depuis des années sans le dire, c'est-à-dire qu'elle a acheté massivement de la dette. Achetant massivement de la dette, elle a produit massivement de la monnaie. Quand on produit massivement de la monnaie, demande et offre, on a forcément une dévaluation de la monnaie. On le fait moins aujourd'hui puisqu'on est sorti pratiquement de l'escompte des dettes souveraines massives par les interventions de Trichet qui étaient hors d'ailleurs statut, si je puis dire, de la Banque centrale, et donc on se retrouve avec un euro fort. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer le message selon lequel nous devrions avoir une politique de change un peu plus active, si tant est que l'on n'en ait pas. Je ne sais pas si on n'en a pas. Car la Banque centrale, elle a quand même discuté avec quelqu'un avant de se mettre à acheter. Alors ce n'était pas son mandat. Hein, on en a parlé à Trichet la dernière fois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être que l'on parle, mais on ne va pas le faire ici, et si on veut véritablement redresser l'Union européenne, probablement qu'il faut avoir une politique de change un peu plus souple. Je vous ferai observer que quand même les Allemands diront niet d'une façon cristalline. Hein, ils vont dire, écoutez, moi je vis dans le même monde que vous, bon, voilà. Hein, faites de la compétitivité, positionnement sur les marchés, gamme, mais vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez pas, 188 maintenant. Hein. Et souvenez-vous de la période Mitterrand, quand en 83 il a signé la fin de partie avec Delors, 10 ans de Francfort, sans obligation. 10 ans de Francfort sans obligation. En 92, on revenait à l'excédent. On l'a quitté, excédent commercial, qu'en 2002.
C'est-à-dire qu'on était complètement à côté de la plaque et de l'analyse dans les 4 premiers mois où on pensait qu'il suffisait de faire des dévaluations compétitives pour y arriver. Bon, donc, non, c'est peut-être pas le sujet. Je pense qu'il est quand même un peu sous-jacent. Et donc, je pense que ce qui est le vrai sujet aussi, c'est quand même peut-être d'avoir des politiques structurelles. Là où l'Union pêche énormément, c'est qu'on n'a plus de politique industrielle. On n'a plus de politique industrielle. On ne veut plus s'associer les uns aux autres. On a Mercedes et Volkswagen qui veulent bouffer Peugeot. Voilà ce que c'est que la politique industrielle. Alors qu'on avait de très beaux exemples avec Airbus. On n'a pas de politique industrielle. On n'a pas de politique commerciale. La politique commerciale, ce n'est que le marché. Vous vous souvenez quand on a fait venir. Bon. Or, je pense qu'on pourrait avoir des négociations. C'est là où le G20 s'impose. Aux Chinois, vous n'augmentez pas votre parité. C'est pas de baisser la nôtre. Vous n'augmentez pas votre parité. Moi, je vous mets des quotas d'importation ou je vous mets des normes qui font que vous ne rentrez plus chez moi. Voilà, c'est des sujets de cet ordre-là. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de politiques structurelles, la recherche-développement massive dans un certain nombre de domaines, qui sont des choses sans doute beaucoup plus porteuses au plan structurel que simplement les taux de change. Donc, je mets simplement en garde sur cette affaire. N'ayons pas une obsession taux de change. Invitons probablement la Banque centrale et le Conseil à utiliser ce genre de choses, c'est-à-dire à faire en sorte qu'effectivement on ne soit pas naïf, mais ne pensons pas, et c'est peut-être la tonalité que j'ai trouvée, que nous avons là la panacée à tous nos maux et qu'une baisse du change et de l'euro serait véritablement quelque chose qui nous mettrait un ballon d'oxygène définitif. Voilà ce que je voulais dire. C'est pareil pour l'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'agriculture allemande qui nous concurrence sur des sujets qui sont des sujets de non-régulation de la main-d'œuvre plutôt que des sujets de taux de change. Et je voudrais dire, pour terminer, que pour l'essentiel du commerce extérieur français, il est dégradé à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, de toute façon, la question du taux de change de l'euro serait neutre. Carèche, avant de passer la parole à Christophe, comme je sais que nos deux représentants sont pressés, de toute façon, j'allais dire, on sait bien qu'il faudra sans doute retravailler la forme. Ça n'empêche pas d'être OK sur le fond, si je puis dire. Sur la forme, je crois que Pierre Lequillier a raison, pour une raison simple quand même, c'est que on a du mal à poser cette question, qui est une vraie question, dans le cadre de l'Union, et on est quand même relativement isolé. Donc je crois que la forme est importante, parce que si on veut que la Commission ou d'autres lisent ce genre de texte, il faut pas qu'il y ait une revendication trop forte. Enfin bon, deuxième point, ça c'est le point 2. Parce que le point 2, c'est vrai, laisse finalement suggérer quand même qu'on est dans une course un peu à la dévaluation. C'est quand même ce qui est suggéré en disant les autres le font. Et au fond, la conclusion, c'est quand même pourquoi on ne le ferait pas. Bon, alors je pense quand même qu'il faut à la fois, il y a deux demandes à faire, enfin deux demandes. Il y a effectivement que l'Union puisse se saisir de cette question, et la deuxième chose, c'est qu'elle puisse s'en saisir dans un cadre mondial. Car le vrai problème, d'ailleurs Trichet l'avait très bien dit, c'est le taux de change flottant au niveau mondial. Et c'est la stratégie, c'est pas tellement la stratégie de l'euro, c'est la stratégie d'autres acteurs qui effectivement ont des politiques de change extrêmement agressives. Bon. Et donc, je pense que plutôt que le point 2, ou à la place du point 2, je crois qu'il faut resituer à un moment la question dans l'environnement international, non pas comme une revendication, disons, à la baisse artificielle des taux de change, mais à la nécessité de poser cette question au niveau international, peut-être dans le cadre du G20, ou je n'en sais rien, avec un certain nombre de pays qui, manifestement, posent problème. C'est ce qu'a dit Gilles. Je pense que ça serait plus audible, je pense. Juste, Madame la Présidente, ajouter, moi je trouve très intéressant qu'on ait ce débat, parce que c'est un peu la suite de l'audition qu'on a eue avec Trichet, je trouve, entre nous. Et en fait, on est quand même plutôt tous d'accord qu'il faut qu'il y ait un regard sur la politique de change. Jamais, chers collègues, on a considéré que c'était l'alpha et l'oméga. On a juste considéré qu'il était dommage de ne pas mettre en œuvre un certain nombre de dispositions qui étaient dans les traités. Alors que peut-être que sur le paragraphe relatif au président de l'Eurogroupe, on a peut-être tapé un peu fort, il faut peut-être l'enlever.
Nous, on considère d'une certaine manière que tous les pays de l'Eurogroupe ne sont pas au G20, et donc est-ce qu'ils ont vraiment tous mandat pour aller parler du taux de change de l'euro alors qu'ils ne sont que 4 sur 17 à y être. L'Union y est en tant que telle. Bon, voilà. Avec quel mandat, voilà, c'est ça le problème. D'où l'intérêt d'en discuter. Donc là, il y a quand même un petit sujet, un petit sujet démocratique, quoi, voilà. Quel est le mandat de... Et puis surtout, le propos n'est pas du tout la dévaluation, et c'est très intéressant d'entendre ce que Gilles Savary a pu dire, c'est la stabilité. Voilà, c'est la stabilité. En entendant évidemment la position qui a été celle de la BCE, offre de demande de monnaie. Voilà, mais c'est surtout le fait qu'on ait un débat et qu'il y ait une dimension politique au sujet, en considérant que c'est évidemment pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une des dimensions possibles des traités. Oui, Gilles. Oui, je pense que, encore une fois, moi je ne veux pas, sur ce sujet, je ne veux pas être en décalage avec vous, mais ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est quand vous avez dit, vu ce qui se passe en Italie, oui, il faut faire très attention. Il est très très facile de faire porter des chapeaux plus grands qu'elle à l'Union européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut être très rigoureux, parce qu'on peut très vite céder à la facilité. C'est pas nous, c'est le président de l'Eurogroupe. Sur le président de l'Eurogroupe, la vraie question, c'est que et là, il y a une confusion institutionnelle entre le Conseil, l'Eurogroupe et ECOFIN. Voilà. Faut que vous sachiez que l'Eurogroupe était historiquement informel, et c'est l'institution la plus faible des trois. C'est-à-dire que le président de l'Eurogroupe, on lui claque vite son caquet, on se demande même si on l'invite. Bah oui, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on a toujours plaidé pour qu'il y ait. C'est ça un peu l'Europe là de cercle, et c'est pour ça qu'un jour il y aura une modification des traités. C'est parce que, en réalité, c'est ECOFIN qui décide, et c'est Eurogroupe qui coordonne. C'est ECOFIN qui décide. Voilà, et c'est Eurogroupe qui coordonne. Donc on coordonne. On a une espèce de club, association 1901 faible. Qui est le club de l'Eurogroupe pour savoir comment on se cause, mais quand on va décider, il faut en passer avec l'ECOFIN, et là on a les ministres polonais et autres qui sont hors de la zone euro et qui ont leur voix pour voter. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Donc faut pas se tromper de sujet. Donc c'est le Conseil et ECOFIN, et le président de l'Eurogroupe est très faible en réalité. Il l'a toujours déploré d'ailleurs, Juncker. Et bon, ça va changer probablement. Voilà, je voulais dire tout ça, mais faisons attention aussi à ne pas laisser auprès de nos concitoyens, parce que là on parle aussi à la France, l'idée que tous nos mots viennent de la Commission européenne ou de la politique européenne, qui est une politique contraire de stabilité monétaire pour éviter ce qui était la glorieuse incertitude du change et qui mettait en faillite des entreprises à une certaine époque. Voilà, mes chers collègues, mais je ne voudrais pas que vous preniez mal, mais je pense que le débat est ouvert et c'est intéressant qu'on puisse approfondir nos pensées respectives. Si vous en étiez d'accord, chers collègues, après nous avoir entendu les uns et les autres, et si les deux rapporteurs en sont d'accord, je me demande si on ne peut pas avoir un tout petit moment, la semaine prochaine on est en congé, ils vont prendre cette semaine de congé comme grande sagesse pour retravailler ensemble, et on la revoit très rapidement le 12 mars pour la voter formellement. Ce qui permettrait peut-être d'ailleurs à nos collègues de la droite qui étaient sur l'abstention bienveillante de passer peut-être du côté du vote. Est-ce que ça vous paraît jouable pour vous? Alors pour nous, c'est jouable à une condition, c'est que vous soyez présent le 12 mars. T'inquiète pas, les présents, moi je serai présente, à la limite, je porterai pour tout le monde. Merci à vous tous. Et pour prolonger, n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, que demain il y a un débat avec piloté par 3 commissions et qui auditionne Pascal Lamy. Je pense que quand on voit en tout cas, quand on voit ce qu'il disait quand il était commissaire européen, ce qu'il dit aujourd'hui, ça peut être amusant.